Bonjour à tous, bienvenue à cette session. On va parler de Domain Driven Design. L'idée de cette session, c'est un retour d'expérience sur la mise en place du DDD. Depuis quelques années, je me suis je me suis renseigné sur cette approche et j'ai pu l'expérimenter en différents projets. Et j'ai eu des réussites et des échecs. L'idée, c'est de vous sortir quelques conseils que j'ai à vous donner si vous voulez vous lancer dans cette expérience. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Benoît Priou, je suis plus connu sur les réseaux sociaux par le nom de Binout, je suis développeur Java depuis 10 ans, je suis membre du board de Jug, je fais un peu d'open source en étant committeur dans le projet ASCII Doctor, et je travaille aussi chez Electra, vous avez l'occasion d'en voir je pense quelques-uns aujourd'hui. Puis il y a plein de projets intéressants et on recrute en plus en ce moment. Alors pourquoi donc d'abord le Domain Driven Design, comment ça a apparu? En fait c'est en 2003, quelqu'un comme Eric Evans a écrit un livre où il s'est un peu décrit les problématiques qu'on avait dans l'industrie aujourd'hui, en 2003 en tout cas, c'est qu'on avait souvent des échecs dans l'industrie, et pourquoi on avait autant d'échecs dans l'industrie informatique. Sa conclusion, en tout cas sa réflexion, c'est qu'on souvent s'attaquait à la mauvaise complexité, c'était la complexité technique. Donc on voulait absolument résoudre des problèmes techniques, alors qu'au départ c'est un problème métier qu'on doit résoudre. On a un client qui a un problème, a besoin, et en ne se focusant pas sur la bonne complexité, on arrive qu'à d'autres problèmes et on ne s'en sort pas. Donc lui il propose une approche différente avec plein de bonnes pratiques, des patterns et comment on peut changer les choses. Alors on était en 2003, pourquoi aujourd'hui on en parle de plus en plus depuis quelques années? Parce que je pense que mon point de vue c'est que l'industrie depuis 10 ans a construit un peu des solutions génériques pour résoudre des problèmes en pensant qu'on allait pouvoir résoudre tous les problèmes du monde avec le bon framework, en mettant la bonne stack technique, parce qu'on pensait que tout problème était presque du CRUD. Et finalement, au bout de quelques mois de projet, on arrive à des projets qui n'arrivent plus à évoluer. On a des gros monolithes et on ne sait plus quoi faire. Et c'est parce qu'en fait, au début, on ne s'est pas attaqué à la bonne complexité. Le DDD, ça sert à quoi? Ça sert à s'attaquer d'abord au métier, à comprendre à quoi sert notre application, comment on doit la développer. Et le but de notre métier aussi, c'est de réduire la complexité accidentelle due au framework, à tout ce qui est dans l'environnement technique autour. Et de se focuser sur cette vraie complexité. Et en plus, un avantage, c'est qu'on communique beaucoup mieux avec les différents intervenants du projet. Nos experts métiers, nos valideurs, on peut parler de la même chose qui est le métier. C'est le seul truc qui peut nous rassembler. Donc on va commencer avec différents conseils. Alors le premier, effectivement, le livre d'Eric Evans, il est très bien, mais il fait 600 pages. Il est un peu hard à comprendre du premier coup, et on peut être découragé. Et j'en ai fait l'expérience, j'ai commencé à lire, j'ai perdu un peu le fil. Et c'est dommage de perdre le fil, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Donc je pense qu'il faut y revenir, mais peut-être pas tout de suite. On peut commencer par des choses plus simples. Donc InfoQ a fait un petit livre, Domain Driven Design vite fait, traduit en français, qui fait une 80 pages, donc il se lit très facilement. C'est gratuit, c'est juste un PDF. Et ça résume bien les grandes notions qu'il y a dans le Domain Driven Design, et le vocabulaire qu'on peut employer. Donc en partant de là-dessus, déjà on a une première base, et on pourra aller plus loin sur d'autres littératures, d'autres livres qui pourront nous aider à comprendre ce que c'est le Domain Driven Design. Ensuite, pour moi, le conseil suivant, c'est de se mettre en pratique. Souvent, le DDD, c'est vu comme quelque chose de très compliqué, qui doit être fait par des architectes et qui a beaucoup de prérequis. À un moment donné, on lit un petit livre et après, on se lance. C'est comme ça que je me suis lancé. Et mon premier conseil, c'est de se lancer sur la modélisation de métier, de comprendre ce qu'on doit faire et de le modéliser. Modéliser, c'est quoi? Donc, il faut plutôt prendre un langage orienté objet. Typer, c'est plutôt facile aussi, s'il est un peu typé. Et on commence à définir un vocabulaire. On appelle ça l'ubiquitous language dans le DDD. C'est un vocabulaire commun qu'on va avoir tout au long du projet avec tous les intervenants. Et ça nous force à réfléchir à quelles sont les entités de notre métier, quels sont les agrégats, c'est-à-dire le groupement d'entités qu'on peut avoir. Et on essaie de rester tout ça le plus indépendant de toute composante technique. On externalise tout ce qui est persistance, réalisation, ce n'est pas des problèmes qu'on doit résoudre aujourd'hui, on se concentre sur le métier. Bon, je vais prendre un exemple peut-être plutôt simple, mais imaginons qu'on doit faire une application qui va devoir gérer des Pokémon. Alors un Pokémon, c'est simple, on nous dit, voilà, il y a un type, il a un nom, il a des points de vie, on peut faire des use cases, on peut le nommer, on peut le faire évoluer, il peut mourir. Voilà. Donc comment on commence dans le développement informatique sur un projet? Souvent, on développe comme ça, c'est qu'on fait une classe qui s'appelle Pokémon, très bien, mais on fait des propriétés, puis on fait des getters, setters, générés, c'est parti. Voilà, j'avance, et puis après je vais faire des gros services qui vont faire des choses. Là déjà, j'ai loupé le truc. C'est que j'ai loupé ma spec, j'ai loupé des choses. Est-ce qu'on m'a dit qu'on pouvait changer le type d'un Pokémon? Non, mais pourquoi j'ai un set type alors? J'ai fait plus de choses qui étaient demandées. Et l'avantage, pour moi, du DDD, c'est qu'on se pose ces questions très tôt et on se force à designer nos entités avec directement le plus de typage possible et le plus de contraintes possibles dès le début. Donc là, on va réutiliser des choses qu'on a un peu perdues. Dans l'objet, on a un constructeur. Faisons un constructeur qui est métier. Aujourd'hui, un Pokémon, on peut construire, il suffit juste d'avoir un type, c'est le seul truc nécessaire. On a dit que le nom était par défaut le type, il a un point de vie.
On n'a pas de getter et setter. Pourquoi appeler ça get? On fait juste des propriétés qui sont accessibles avec un ID, type et name. Mais on ne peut pas changer de type, on ne peut pas changer de name, c'est pas grave. Et si jamais on doit avoir d'autres propriétés, bah, les mettons, d'autres méthodes, mettons dans l'objet. Mettons du métier dans l'objet. Arrêtons de faire des POJO. Donc là, faisons une méthode qui s'appelle rename pour changer le nom. C'est mieux que siteName. Une méthode pour dire qu'un Pokémon est mort, bah, voilà, ses points de vie tombent à 0. On peut avoir d'autres méthodes plus évoluées, comme faire évoluer un Pokémon qui prend le type vers lequel il va évoluer, et là on recrée un nouveau Pokémon. Et tout ça, si on fait ça, bah, c'est juste, il n'y a aucun lien avec la technique. On peut le tester facilement. Ça va durer tout le long du projet, quel que soit le framework technique qui est autour. Alors après, le petit conseil que j'ai, c'est qu'on peut être risqué de modéliser en pensant directement à la persistance. C'est un peu le réflexe qu'on a, on veut persister les choses. Et donc on peut peut-être créer des fausses entités qui nous permettent de faire une association. Là, l'idée, c'est plutôt de commencer par exemple, tout ce qui est persistance, commencer par une persistance en mémoire. Donc dans le domaine Driven Design, on appelle ça le repository. C'est une abstraction à l'entrepôt de données. Commençons par faire une abstraction qui va juste faire dans une HMAP stocker nos entités et commençons à construire des use cases dessus. Commençons à développer une application, une interface web. Et là, si on commence à faire ça, on va se poser des questions qui sont plus intéressantes que se poser la question de la persistance. On pourra le faire plus tard. Ça, on sait le faire. On sait persister des entités. Ça fait des années qu'on le fait. Mais vraiment, notre application, on n'a pas posé les bonnes questions, autant les poser le plus vite possible. Un petit conseil aussi, c'est plus facile de se gérer ces identifiants dans l'application elle-même, générer des UID à la création plutôt que d'appeler une séquence dans la base de données. Sinon, on se crée des liens avec des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en dépendance. Ensuite, moi, j'ai eu un souci, c'est que j'avais toutes ces idées-là dans la tête, et après, j'avais quand même besoin de m'organiser. Et comment je mets les choses et tout ça, on est un peu dans un monde où on veut faire des packages, on a l'habitude d'avoir un package modèle, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis appuyé sur une architecture hexagonale, ça a été décrit par Alistair Cockburn quelques années après Eric Evans. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est qu'il passe à Bordeaux, à l'Agile Tour Bordeaux en fin du mois, où il fait la keynote, je crois, d'Agile Tour, donc ça peut être intéressant d'aller le voir. Donc architecture hexagonale, c'est quoi? Donc ça s'appelle aussi port et adapteur, ça a été renommé un petit peu. C'est que l'idée, c'est qu'on va faire un hexagone et au cœur de notre hexagone, on a notre domaine métier, donc notre modélisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est préservé. C'est vraiment on ne doit pas le toucher. C'est vraiment ça, c'est la prunelle de nos yeux. Autour, la seule finalement délimitation, c'est la couche application, la petite frontière. Là, c'est les use cases qui vont manipuler notre domaine. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos entités? Ensuite, autour de ça, finalement, c'est que des adapteurs vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Ça peut être une appli web qui va finalement manipuler, ça peut être une API REST qui va manipuler notre domaine. Ça peut être l'extérieur, c'est aussi la base de données. La base de données n'est qu'une infrastructure où on va pouvoir persister nos entités, ou ça peut être le message broker qui peut être aussi notre connexion avec le monde extérieur. Et comment ça se représente en termes de dépendance? Ce qui est important de voir, c'est qu'ici, le domaine va être vraiment tout en bas et ne dépend de rien du tout. La couche application va juste dépendre du domaine pour enrober finalement notre entité, nos entités pour pouvoir avoir des use cases. Et au-dessus, on a une couche interface qui est juste le protocole, souvent un protocole, soit vers l'HTTP, vers autre, une transformation de protocole pour manipuler notre application. Et sur la gauche, on voit l'infrastructure. Bah, l'infrastructure, c'est juste elle qui va faire la tuyauterie. Tout ce qui est tuyauterie de framework ou autre, de connexion entre les choses. Mais finalement, elle peut dépendre de tout le monde, mais personne n'en dépend. Et ça, on peut facilement l'implémenter avec l'injection de dépendance, l'inversion de contrôle, choses comme ça. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, il faudrait plus de temps pour parler de cette architecture, mais renseignez-vous, c'est super intéressant. Alors moi, le cas que j'ai eu après, c'est la couche application, que vous avez dit, c'est les use cases. Et ben, je tombais dans le syndrome de faire des gros services, des macro-services. J'avais mon Pokémon service, avec toutes mes méthodes dedans et autres. Et là, on retombe encore dans un effet où on perd de la lisibilité dans notre domaine. Ce que je vous conseille, c'est de faire un truc assez bête, mais une classe qui représente un cas d'utilisation. On peut la nommer avec le cas d'utilisation. Elle contient une seule méthode qui va faire le taf. On essaye d'éviter d'avoir des dépendances entre des use cases. Deux use cases sont franchement indépendants. Et si on fait ça, on va se rendre compte qu'on va pouvoir écrire même des scénarios de test qui sont plus faciles à écrire en se basant sur ces classes. Petit exemple, si je veux dire que j'ai un use case qui me dit l'évolution d'un Pokémon, je fais dans ma couche application une classe qui s'appelle évolution Pokémon, qui a une seule méthode execute, qui va là prendre un Pokémon en entrée et en sortir un nouveau Pokémon, parce que c'est l'évolution. Je peux faire un deuxième cas, par exemple, qui va s'appeler attraper un Pokémon, qui est un autre use case. Donc là, j'imagine que j'ai ma Pokémon Box, c'est mon repository de Pokémon. Et la méthode execute va juste faire que si mon Pokémon n'est pas mort, je le rajoute à mon repository. Ça peut être des classes très simples, des petites classes avec pas beaucoup de code, mais si on fait ça, on va dérouler notre package application et qu'est-ce qu'on va voir? Ce que fait notre application. Ça permet de faire évoluer un Pokémon, de catcher un Pokémon, de faire plein de choses, et on les voit directement. On a besoin de rentrer dans le code, on évite le côté service.
Donc des petits exemples qui ont bien marché dans les projets sur lesquels j'ai travaillé. Alors un peu le piège qu'on a aussi, c'est encore la notion de service, bien la comprendre. Un service, dans le monde DDD, il y en a plusieurs. Et ça, au début, on a du mal à l'interpréter, donc je vous conseille d'y pencher un petit peu assez rapidement. Donc on a le service d'application, je vous en ai parlé, c'est les cas d'utilisation. On peut avoir des services dans le domaine. Alors là, au début, ça fait un peu peur, service dans le domaine. En fait, le service dans le domaine, c'est quand on a une règle métier et on ne peut pas la mettre dans l'objet parce que on est bloqué par la modélisation objet. Mais on voit que c'est quand même une règle métier qui peut être partagée entre différents cas d'utilisation. Là, on crée juste une classe dans le domaine qui permet de modéliser cette règle métier. Elle est souvent indépendante de la technique et on peut la réutiliser après dans les services d'application. Après, au niveau infrastructure, on peut aussi avoir des services d'infrastructure. Et là, on parle des services qui vont communiquer avec l'extérieur. Donc souvent, on a une interface quelque part et dans l'infrastructure, on va l'implémenter pour aller communiquer avec l'extérieur. Alors après, documentation, pour moi, c'est aussi important dans le monde des DD parce que les gens qui arrivent sur le projet vont avoir peur de cette structure qui est un peu différente, qui les brusque un petit peu parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est par exemple mettre des annotations qui sont des annotations de type documentation, @DDD entity, repository. On marque comme ça un peu les classes de notre projet. On peut mettre un peu de Javadoc sur ces annotations, comme ça la personne passe la souris au-dessus, elle voit, alors c'est quoi, c'est un repository, c'est quoi dans le monde DD? Ah ouais, c'est ça, je mets un lien vers l'article de Martin Fowler. Et voilà, comme ça on peut créer une sorte de documentation, donc ça c'est super intéressant. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a par exemple généré un diagramme à partir du domaine. Donc le domaine, toutes nos entités sont modélisées. Très simplement, on fait un petit outil qui scanne ça et on sort un diagramme. Et ça, on peut le montrer à notre expert fonctionnel, on lui montre. Normalement, le vocabulaire doit lui parler, parce que justement, on s'est mis d'accord avec lui sur le vocabulaire. Il voit des liens entre les entités. Bon, c'est pas du MPD, du MCD, mais il voit des liens et on voit déjà si on est d'accord, si on part sur la bonne chose. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours à jour, parce que dès qu'on change notre domaine, on peut régénérer un diagramme, et voilà. On peut aussi aller plus loin, générer des diagrammes pour des diagrammes de dépendance, des choses comme ça. Un autre conseil aussi, c'est commencer à se débarrasser de ces a priori de développeurs qu'on a eu forcément depuis le début de notre carrière, où on a appris des apprentissages de framework qui nous ont forcé à faire des choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'est un peu bridé notre intellectuel. Il faut se reconcentrer en disant le plus important, c'est le métier, c'est pas la technique, c'est pas le framework qui doit nous driver. Donc nous, un exemple concret, c'était, on a voulu faire du mapping JPA pour persiter nos entités. Donc voilà. Donc au début, on avait un domaine tout propre, et puis après, on a commencé à implémenter le JPA. Et là, on a mis des annotations partout. Et on s'est rendu compte, notre modèle, en fait, on a perdu l'essence qu'on avait, on n'arrive plus à le lire. Ça nous perturbe. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire du XML. Waouh, super, on repartit à faire du XML. Mais en fait, ça nous a sauvés parce que derrière, on a sorti toutes ces annotations. Notre modèle est redevenu hyper propre. On a bien mis un petit fichier orem.xml. Bon, c'était un petit peu embêtant à faire, mais finalement, c'était pas si compliqué que ça. On pouvait faire la même chose. Il y avait un support d'IntelliJ qui nous faisait la complétion. On avait des tests qui tournaient derrière. Et hop, magique, on avait retrouvé notre essence dans le domaine. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut se débarrasser de ces a priori. Alors après, on peut aller encore un peu plus loin, aller vers le Behavior Driven Development. Donc ça, c'est pour les tests d'intégration, c'est utiliser cette méthodologie qui permet d'écrire des tests sous forme textuelle pour pouvoir justement s'abstraire de la technique. Donc c'est comment ça se passe? C'est qu'on utilise un framework qui s'appelle Cucumber, on écrit des scénarios textuels de cette forme-là, et derrière, c'est bindé vers du vrai code Java ou autre qui permet d'exécuter vraiment le test. Si on fait ça, là, on permet de réutiliser notre domaine métier dans nos tests, parce qu'on a vraiment un vocabulaire qu'on a déjà utilisé ailleurs. On peut le montrer à notre expert fonctionnel, il peut le comprendre, on peut se mettre d'accord sur ce qu'on doit faire. Et là, on a encore passé une étape aussi sur le DDD. Et dernier conseil, et non des moindres, je pense que c'est un des plus importants, mais qui n'est pas forcément évident à mettre en place, c'est commencer à impliquer son product owner. Donc, lui expliquer les concepts, la démarche. Peut-être qu'il ne va pas forcément comprendre, mais s'il peut comprendre et puis aller un peu plus loin, on peut lui montrer son domaine qu'on a modélisé. On peut lui demander vraiment si le vocabulaire qu'on a lui parle. Lui poser des questions très tôt dans le projet, ça c'est le plus important. Lui montrer les tests BDD, lui demander de les écrire. Alors là, on a tout gagné, là, c'est parfait. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on a impliqué tout le monde, le product owner. On a demandé à la validation si on est d'accord sur les termes qu'on emploie. Et on peut avancer sur le projet et forcément, on a beaucoup plus de chances de réussir. Donc voilà, en conclusion, pour moi, c'est pas non plus la recette magique, le DDD. Il y en a qui disent que c'est que pour les problèmes complexes. Mais est-ce qu'on peut vraiment définir ce que c'est un problème complexe? Donc très vite, on voit souvent qu'on en a besoin d'aller un peu plus loin. Donc pour moi, c'est vraiment une étape dans le parcours de développeur de passer à réfléchir à ce que c'est un domaine métier, comment on peut l'étudier, comment on peut le modéliser, comment on peut intégrer comme ça tout ça dans une architecture qui soit la plus évolutive possible et qui puisse un peu durer et survivre après à différentes frameworks où on change vraiment souvent. Voilà, merci à vous.